Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours. Alors, aujourd'hui nous allons attaquer un nouveau sujet d'histoire, à savoir le colonialisme français du XVIe au XVIIIe siècle. Et vous allez voir que c'est une bien sale histoire. Alors pour commencer, nous allons rappeler quelques faits, que vous avez déjà en mémoire, mais il est bon de le rappeler. Alors rappelez-vous, nous avions le traité de Tordesillas. Le traité de Tordesillas, c'est très simple, c'est la séparation entre l'Empire espagnol et portugais. Donc là sur la carte en portugais, vous avez le bleu, donc rappelez-vous avec Cabral qui s'est paumé et paf, il est tombé au Brésil. Vous avez Vasco de Gama et ses différents comptoirs, donc nous allons retrouver en Afrique, au sud de l'Afrique et en Inde. J'ai l'impression d'être un présentateur météo, mais bon, c'est pas grave. Et sur le flanc ouest, justement, de l'Amérique, on peut remarquer les invasions de Cortés avec le Mexique et les invasions de Pizarro. Et là-bas aussi, vous avez Magellan avec les Philippines. Donc voilà, le monde est divisé en deux empires, en Europe du moins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Français, ils vont se réveiller. Oui, au bout d'un moment, il faut bien qu'on se dise, on va peut-être envahir quelques petits territoires, histoire de... Et nous, justement, on va débarquer au Canada. Oui. Et c'est notamment le cas de Jacques Cartier. Jacques Cartier débarque au Canada, où justement il va envahir il va plutôt visiter un petit peu le coin, regarder Terre-Neuve, Labrador et tous ces territoires ici. Vous voyez avec la carte en présence des francophones, donc des gens qui parlent français. Donc on va retrouver, vous voyez ici à Wabash et Fairmont, au Sept-Îles et Gaspé. Je sais pas pourquoi je prends un accent anglais, mais bon c'est pas grave. Et voilà, donc vous voyez, la France envahit peu à peu le Canada. Et pour une très bonne raison, et cette raison, c'est la morue. Et oui, ce n'est pas les Portugais qui ont inventé la morue, mais bien les Canadiens. Enfin, inventé, voilà, je m'entends. Puisque la consommation de morue s'est faite principalement au Canada. Et c'est après, justement, on a pris les morues, on les a ramenées en Europe, et paf, ça a fait des morues au Portugais. Je parle des poissons, là. Et voilà, donc, consommation de morue, on ramène tout ça en Europe. Et aussi, on va découvrir ça, la grosse pomme. C'était pas comme ça avant, voilà, je précise, je préfère. Juste pour vous dire que à l'époque, tout ça, cette belle ville de New York, à l'époque, c'était des plaines. Voilà, c'était un petit terrain où il y avait 2-3 petites maisons, tranquilles comme ça. C'était pas du tout la grosse métropole qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, c'était vraiment un terrain vague où vous aviez une petite église, une petite maison à droite, à gauche. Et c'était justement la Nouvelle Angoulême, à l'époque ça s'appelait. Les Français justement l'avaient appelé, comme le département français, la Nouvelle Angoulême, voilà, pour se l'approprier. Donc à la base, New York, c'est français. Et oui, cocorico. Mais justement, il faut savoir, c'est que New York, voilà, c'était vraiment, à l'époque, c'était pas une ville très importante, hein, c'était juste un petit hameau. Voilà. Alors... ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, après les explorateurs, justement, après Jacques Cartier, se disent ce serait bien de trouver une route au nord. Parce qu'à la base, Jacques Cartier est parti pour ça. Bon, pour découvrir un peu de territoire au Canada, mais c'était surtout pour trouver une route par le nord. Parce que souvenez-vous, là on a le territoire, donc on a le continent américain. Attendez, je reprends ma petite carte. Allez, on y croit. Voilà. Donc, souvenez-vous justement, les Portugais,
Donc eux vont passer au sud de l'Afrique pour aller en Inde. Donc on cherche de nouvelles routes, hein. Souvenez-vous, les musulmans, on n'en veut pas, on veut de nouvelles routes à l'européenne. Donc c'est pour ça qu'on va passer au sud de l'Afrique jusqu'en Inde. Les Espagnols, quant à eux, se disent, bah, on va passer en dessous pour rejoindre justement l'Inde par ce côté-là, comme on l'avait vu avec Magellan. Bon, c'est pas la meilleure des réussites, hein. Et ben les Français, ils se disent, attendez, ils sont passés au sud de l'Afrique, ils sont passés au sud de l'Amérique, et ben nous, on va passer au nord du Canada. Rien que ça. Et donc justement, comme je vous l'ai dit, Jacques Cartier va essayer. Bon, en même temps, il va conquérir un petit peu les territoires. Et le problème, c'est que quand il va arriver ici, bah, il va se rendre compte que c'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible de passer au nord parce que c'est trop escarpé, c'est glacé total. Les bateaux ne peuvent pas circuler parce qu'à l'époque, il faut vous dire, c'est qu'on a les petits bateaux, enfin les bateaux en bois, c'est pas non plus the bateau, hein, c'est pas le Titanic. Et même le Titanic à mon avis, ouais bah oui, dans le Titanic il se fait casser par un iceberg. Mais bref, tout ça pour vous dire que justement les bateaux ne sont pas encore assez équipés. Et qu'il faudra attendre, comme vous le voyez ici sur cette ligne, 1903, soit à peu près 300-400 ans après, pour qu'on passe au nord, avec justement des bateaux très solides. Donc vous vous rendez compte quand même que le nord, on a mis du temps à y passer. Parce que forcément, c'est gelé, il fait froid, les conditions sont assez difficiles, etc., etc. Donc voilà pour Jacques Cartier. Donc lui, Jacques Cartier, voilà, il se dit, bon, bah, ok, je peux pas passer par le nord, bah, on va rester dans le coin, on va envahir, on va créer la nouvelle Angoulême, tout ça, hashtag New York. Et surtout, lui aussi, ce qu'il voulait, c'est les mines. Et pas n'importe quelle mine. Alors attendez, je crois que c'est les mines du roi Salomon, il me semble. Oui, les mines du roi Salomon. Et justement, je vous montre donc cette image de Picsou, qui justement, voilà, ont trouvé les mines du roi Salomon, donc qui étaient connues en fait pour être regorgées de diamants, comme on peut le voir, d'or, enfin de tout plein de richesses. Et là, Jacques Cartier, justement, il tombe sur une mine et paf, il y a plein de diamants. Alors il se dit, bah, c'est bon, là, je suis tranquille, je vais retourner en France, je vais être célèbre, on va me couvrir d'or et de richesses. Youpi. Donc, il prend tous ces diamants, tout ça, il rentre en France, il est là, regardez, j'ai des diamants. Youpi. Mais en fait, non. Non. Parce qu'en fait, il s'est tout simplement fait arnaquer. Et oui. Parce qu'en fait, ce qu'il a trouvé, c'est pas du diamant, c'est du quartz. Ça. Et le quartz, en fait, ça ressemble beaucoup au cristal, justement. Oui, au cristal. Et du coup, quand Jacques Cartier est arrivé, il croyait mordicus que voilà, c'était du diamant. Donc il en a rapporté, les experts ont regardé, ils ont dit bah non, c'est pas du diamant, c'est du quartz. Et le problème du quartz, c'est que ça vaut que dalle. Donc en fait, il en a rapporté pour rien. Et du coup, après, il s'est dit bon, bah, c'est cool. Mais voilà, j'ai fait mon dernier coup, je me suis complètement loupé, donc j'arrête les expéditions, ciao. Et du coup en France on va quand même y rester un petit peu en haut, tout ça, mais pas que. Alors là justement, vous avez la carte que vous avez sur votre document. Alors, avec la question suivante, relevez les caractéristiques du premier empire colonial français. Alors, ce qu'il est important de vous dire, quand vous avez une carte comme celle-ci, c'est déjà de la regarder vraiment en entière, de regarder aussi bien la carte, les petits détails, vous voyez, comme les dates, les numéros, et surtout ça, la légende. Parce que la légende va vraiment vous révéler tout plein d'éléments. Elle va accompagner la carte. C'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez, quand je vous ai fait faire la carte sur les grandes découvertes, je vous ai dit de tracer des couleurs. Alors, je ne me rappelle plus, mais certaines m'avaient juste mis les couleurs sans me mettre les couleurs. Il y en a une qui m'avait fait ça. Le problème qui se passe, c'est que si vous ne mettez pas de légende,
C'est-à-dire que, vous voyez par exemple là, bah tiens, je vais le cacher de mon corps, si là vous n'avez pas la légende, vous savez pas du tout à quoi ça correspond, enfin, pourquoi là il y a un truc violet avec 1659, enfin, à quoi ça correspond, là en France, bon on pourrait le deviner, mais c'est quand même assez flou, justement on ne sait pas vraiment pourquoi c'est dans cet ordre, est-ce que c'est parce que ça a été envahi, est-ce que ça a été détruit, est-ce que c'était déjà avant, on ne sait pas bien. C'est pour ça que la légende est importante. Parce qu'elle va vous donner des informations utiles pour comprendre la carte. Alors après, comment comprendre une carte? C'est très simple. Voyez le plus simple. Et là, le plus simple, c'est quoi? Vous avez France, donc ça concerne la France. Et là, vous avez le mot comptoir sur la gauche de votre carte. Avec ici date de première implantation. Donc ça veut dire que tous les points ici sont des comptoirs de la France. Donc vous voyez déjà, on arrive à peu près comprendre mieux la carte. Et surtout, justement, on va regarder après les différents éléments. Donc vous avez ici, en 1535, une partie du Canada. Là, vous avez les Caraïbes, la Guyane, etc., etc. Vous voyez, en analysant une carte, vous voyez tout bêtement, on a une carte, on a des éléments de légende, tac, 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 on va réussir à mieux la comprendre. Mais partez du simple, c'est une carte, il y a des trucs violets. Que sont les trucs violets? Des comptoirs, comptoirs français, c'est une carte sur les comptoirs, l'Empire, justement, français. Donc, oui, élément de réponse, donc tout bête, là vraiment on va chercher au plus simple, c'est-à-dire où sont situés ces comptoirs. Tout bêtement. Où est-ce qu'ils sont situés? Vous en avez au Canada, vous en avez aux Caraïbes, en Guyane, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Inde du Sud. Donc, tout simplement, ils sont partout. Ils sont partout sur le globe. Bon, sauf au Japon et tout petit là-bas. Mais grosso modo, voilà, on est partout. On est quand même sur le continent américain, des petites bases sur l'Afrique, et en Inde aussi. En Inde. Et aussi, ce qu'on peut voir, tout bêtement aussi toujours, avec les dates. Vous voyez, on va chercher vraiment des trucs tout simples, ce que nous dit la carte. Et la carte, elle nous dit que la première, c'est en 1535, avec Jacques Cartier notamment, et que la dernière, nous sommes en 1756. Donc, vous voyez quand même qu'il y a eu du temps, notamment avec les Seychelles en 1756. Voilà, c'est assez distancé, puisqu'on a à peu près 200 ans d'écart. Donc l'Empire français s'est construit en 200 ans. Et bien sûr, après, il a évolué, il s'est agrandi, etc. Mais c'est important justement de connaître cette histoire parce qu'il est important de comprendre. Par exemple, vous voyez ici, en 1659, nous avons le Sénégal, voyez, c'est ce qui me semblait, le Sénégal. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut comprendre aujourd'hui que par exemple, le Sénégal est fortement rattaché à la France culturellement. Parce qu'elle a été longtemps une colonie française. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est bien, tout ça, mais qu'on peut comprendre aujourd'hui que par exemple au Sénégal, on parle français, il y a une forte relation entre la France et le Sénégal, notamment au niveau des étudiants qui viennent souvent en France justement pour étudier, et inversement. Et voilà, donc il y a de forts liens entre la France et le Sénégal depuis 1659. Donc voilà, ça crée des liens. Voilà. Donc vous voyez, caractéristique tout bête, il y en a partout et ça a pris du temps. Ça a prit 200 ans. Oui, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tac. Et voilà donc pour ce qui est du premier empire français. Donc vous pouvez écrire. Alors je vais peut-être pas bouger la caméra parce que c'est assez fragile. Donc je vais vous dicter. À savoir que quand je vous dicte, si vous voulez, sur la vidéo YouTube, normalement, à un moment, quand vous allez sur la petite roue en bas à droite,
justement, il y a une petite molette où vous pouvez régler la vitesse. Bon, je n'ai pas encore essayé, mais à mon avis, vous pouvez me faire parler plus lentement ou plus rapidement, comme vous voulez. Mais du coup, là, je vais dicter. Donc, si vous avez besoin justement d'aller moins vite, vous mettez moins vite. C'est bizarre dit comme ça, mais voilà. Alors, caractéristiques du premier empire colonial français. Les points de commerce sont situés partout dans le monde au moyen des comptoirs. Virgule. L'extension de l'Empire français s'est faite de 1535 à 1756. Point. Le nord de l'Amérique était particulièrement exploré grâce à Jacques Cartier. Point. Final. Vous voyez, la réponse, toute bête. On a justement expliqué que voilà, c'était partout dans le monde. Ensuite, on a expliqué les dates. Vous voyez, c'est là où c'est important justement de reprendre le document, toujours pour montrer que vous avez compris le document. C'est important de le mettre dans votre réponse. Donc, il y en a partout dans le monde. Et les dates. Vous voyez, vous pouvez prendre ici l'exemple du Canada, mais aussi celui des Seychelles, pour faire justement la différence entre les deux dates. Donc du Canada aux Seychelles. Et aussi, chose toute bête, on peut dire que le Canada, c'est un territoire qui a été fortement peuplé, enfin fortement conquis par les Canadiens. Les Français, pardon. Alors, voilà pour ce qui est de cette expansion coloniale. Alors, maintenant, on va faire un petit tuto comment envahir un pays et exploiter ses richesses. Donc, pour ça, on va céder le document, comme toujours. Attendez, il faut que ça marche. Oui. Ah oui, petite chose aussi importante, nous avons eu donc une forte influence en Inde, notamment avec des positions directes. Alors attention, là, vous voyez, la légende va encore être importante. Là en vert, vous avez la position directe de la compagnie française, et en jaune, justement, vous avez les États indigènes alliés de la compagnie française. Donc là, vous voyez, on a deux sortes de situations. Possession directe, donc c'est à la France, ça fait partie de la France. Et là, vous avez les alliés. Vous voyez, sur le territoire de l'Inde, quand même, on a une bonne partie. Alors, combien de temps? 18 minutes, c'est terrible. Alors oui, si vous voulez, vous pouvez faire une pause entre les deux, pour pas non plus que ça fasse une trop grosse vidéo. Alors, comment est-ce qu'on conquit un territoire? Eh bien, c'est très simple. Avec ces documents, donc on va commencer par le deuxième. Parce que le deuxième me paraît beaucoup plus intéressant, parce que quand vous exploitez des documents, soyez logique. Par exemple, la question est la suivante. Comment colonise-t-on un territoire? Eh bien, on va voir ça de manière globale, générale. Et cela se fait notamment par une étude toute simple. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte? Le fleuve Saint-Laurent. Et d'ailleurs, en dessous de votre carte, vous avez marqué quoi? Québec. C'est pour ça qu'aussi le titre du document est important, car il vous met l'espace. Il vous met l'espace et le temps, puisque nous sommes au Québec en 1600. Donc déjà, on est au Canada. On est au tout début du XVIIe siècle, et nous avons donc le fleuve Saint-Laurent, et ici un espace, une terre. Donc, à partir de là, justement, on peut se demander comment est-ce qu'on va coloniser? Comment est-ce qu'on va réussir à s'implanter un territoire? Vous voyez, quand je vous demande par exemple, ou même
lors de vos documents, quand on vous a demandé, à l'aide de vos connaissances et des documents, formuler une réponse justifiée, blablabla. Eh bien justement, à l'aide de vos connaissances. Là, c'est pour ça qu'il est important de connaître votre cours, parce que là, quand je vous demande comment coloniser un territoire, vous pouvez vous aider du cours précédent, à savoir Veracruz. Et oui, souvenez-vous du tableau de Veracruz où on voyait Cortés justement marchander avec un type, un noble européen, et derrière on voyait de charmants indigènes en train d'être esclavagés, un autre qui était en train de se faire tatouer de manière sauvage et absolument brutale, tandis que d'autres esclaves décoraient joyeusement le tableau en étant pendus. Belle image du colonialisme. Et bien justement, ça, vous pouvez le réutiliser. Puisque nous avons apporté un élément de réponse justement pour montrer comment est-ce qu'on colonise. Donc déjà, là on a des éléments de réponse qu'on retrouve sur le truc de Veracruz. Puisqu'on a les terres qu'on va exploiter, qu'on va utiliser pour l'agriculture notamment, parce que bon, quand vous arrivez sur une terre, c'est bien beau, mais il faut bien se nourrir. Et oui, c'est tout bête. Donc forcément, on va construire une agriculture pour se nourrir. Ensuite, le souci, c'est qu'il faut se loger, forcément. C'est pour ça qu'on va construire des petites habitations. Et bien sûr, il faut aussi prier. Parce que pour eux, justement pour les Européens, le christianisme, c'est important. C'est presque vital. C'est comme se nourrir. Donc forcément, il faut aussi construire des éléments christianistes. Chrétiens. C'est pourquoi on va construire des églises. Et à cette époque aussi, on a cet élément assez fort, mauvais jeu de mots, pour dire qu'on va construire un fort, quelque chose de solide. Parce que le problème, c'est qu'il faut se protéger. Parce que vous ne connaissez pas qui est-ce qui est au-dessus, vous ne savez pas s'ils sont dangereux, s'ils sont fous ou s'ils sont tranquilles. Donc, dans le doute, on construit une petite forteresse, on est tranquille. En fait, c'est très simple. Dans le film Pocahontas, justement, par exemple, ils reprennent un petit peu ces éléments. Vous savez, quand ils construisent le fort, tout ça, c'est exactement ça. On va construire un fort pour se protéger. Et aussi, élément très important, que nous avons notamment le long du littoral, ce sont des ports. Parce que bien sûr, on arrive comment? On arrive en bateau. Donc forcément, il faut un lieu pour garder les bateaux, pour les tenir, pour les garer, si je puis dire, et surtout les réparer, etc. Donc c'est pour ça qu'on va construire des ports. Donc oui, c'est tout bête. Juste avec ce document, voilà, on arrive à analyser ce qu'il faut. Alors, donc vous pouvez écrire un espace est colonisé par la présence d'un village comportant une église, virgule, une base militaire, virgule, des champs, C-H-A-M-P-S, bien sûr, des champs, virgule, un port, et surtout des habitations. Parce que bien sûr, voilà, faut qu'il se loge. Point. À partir de là, on va répondre à la deuxième question, enfin la deuxième partie de la question, à savoir... Ah non, mince, je spoil. Allez. Voilà. À savoir ça. Oui, c'est un peu réducteur de dire comme ça. Alors là, il s'agit justement de femmes. Vous voyez quand même de femmes, voilà, de la noblesse. Hein. On n'a pas choisi des paysannes. D'ailleurs, on peut le voir, vous voyez, avec cette femme qui est le menton levé,
voilà, en signe d'arrogance, en signe de, voilà, c'est moi la meilleure. Et ces femmes, justement, donc, vous voyez, qui font, voilà, qui disent bonjour, tout ça devant les évêques et le roi, je pense, ici, je pense, avec justement le cardinal, donc la personne la plus importante dans l'église. Et où vont aller ces femmes? Comme on peut le voir justement ici avec la servante qui porte les valises, ils vont aller sur ce nouveau monde, New World. Et oui, parce que le problème qui se pose, c'est que c'est bien beau d'aller dans un nouveau territoire, tout ça, voilà. Mais c'est avec des mecs. Comment on fait? Parce que le problème, c'est que si vous voulez coloniser un territoire, il faut que ça dure. Et le problème, c'est que les mecs, allez quoi, au bout de 20 ans, ils seront vieux, tout ça, ça va être terrible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que la population perdure? Il faut faire des enfants. Et c'est là qu'elles vont entrer en jeu. Et oui. Puisque effectivement, en fait, on va amener ces femmes dans les territoires pour qu'elles fassent des bébés. Voilà. C'est un peu réducteur pour le rôle de la femme, voire carrément, mais bon, c'était l'époque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement, ces femmes étaient donc envoyées sur le territoire donc du Nouveau Monde pour voilà, faire des bébés, et surtout ces enfants ensuite allaient grandir, ils allaient pouvoir construire un peu plus, eux-mêmes fonder des familles, etc. etc. Et bon, comme on vous le dit justement, vous voyez 200 à 300 femmes. Vous voyez, vraiment on veut bien repeupler. En imaginant, allez, au bas mot que ces femmes font 3 enfants, ça nous donne quand même 900 enfants. Oui, je suis pas nul à ce moment-là en maths, non. Allez, on va dire 800 enfants. 800 enfants qui vont grandir, qui vont se reproduire entre eux. Vous voyez quand même que, voilà, ça va vite. Ça va très vite, justement, pour coloniser. Donc voilà comment on colonise un territoire. Donc vous pouvez écrire à la suite de la question, donc on s'en est arrêté à des habitations, donc point. À la suite, on veut agrandir la population, virgule. Le gouvernement incite à la conception, point. On offre une récompense pour les mariages tôt, T-O, accent circonflexe T, virgule, possibilité de se marier avec une amérindienne, j'expliquerai après, amérindienne, A-M-E accent aigu, R-I-N-D-I-E-2-N-E, avec une amérindienne convertie, et une récompense est prévue par enfant. Oui, point final, pardon. Point final. Donc oui, on veut vraiment coloniser, agrandir la population. C'est-à-dire que ces femmes, voilà, elles savent que si elles font par exemple 3 enfants, elles auront 3 récompenses. Donc c'est vrai que ça peut inciter à faire des enfants. Bon, après, je vous explique même pas les conditions dans lesquelles elles devaient le faire, enfin ça devait être horrible. Et pas super. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, tout à l'heure je suis passé de 900 à 800, parce qu'à mon avis, il y en a une centaine qui mourraient facile. Et encore, je pense qu'il y en a même plus, parce que les conditions étaient assez compliquées. Enfin bref, voilà comment est-ce qu'on colonise un territoire. Et, oula, je vais aller trop loin, c'est terrible. Et la prochaine fois, nous verrons donc la rentabilité des colonies, avec notamment justement comment est-ce qu'on rentabilise une colonie, parce que c'est bien beau de s'y installer, mais il faut aussi que ça rapporte de l'argent. Et aussi comment est-ce qu'on organise tout cela. Mais cela, ce sera dans un prochain épisode. À bientôt, bonne journée!